Salut à tous, bienvenue dans le Club des 5. On est très heureux de vous retrouver en ce samedi soir très tard pour parler de football européen. On va débriefer 3 pays aujourd'hui. On aura des matchs allemands, on aura des matchs italiens, on aura des matchs espagnols. Ça y est, le vrai foot, les vrais samedis de sport et de foot reviennent et on en est très heureux. Pour parler avec moi du Bayern, du Napoli, de l'Inter, du Barça, Bilal Chourtani. Salut Romain, salut Elton. Comment ça va? Ça va, écoute, et toi? Eh ben ça va très bien. Je suis très heureux. J'aurais jamais cru un jour dans ma vie passer mon samedi soir après minuit. Franchement, je passe avant minuit. Avec vous, démarrer après minuit. Attends, tu fais plusieurs émissions le samedi d'habitude. Ben oui, non, le samedi, mais bon. Ah si, on est. Mais vers minuit et quart, minuit et demi, c'est terminé. Ouais, là, minuit et quart, minuit et demi. C'est pas obligé de parler des émissions cachées, Elton, qu'on fait après minuit. C'est un autre public, c'est un autre thème. Bon, attends, je présente Elton, après je donne la remarque de Dimax sur le chat qui est très drôle. Elton Mokolo. Bonsoir à tous. Comment ça va? Je vais très bien. Ouais, tu vas passer une belle soirée. J'espère que ceux qui sont présents vont très bien. Je vais très bien, oui. Tu as passé une belle journée, une belle soirée. Écoute, comme on en parlait, en plateau, dans la rédaction, c'était un très gros samedi, le premier samedi post-confinement, donc ça fait énormément de bien de voir ça. On a vu des matchs où il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Et pas mal de buts en plus. On a vu, contrairement à hier où on s'est emmerdé avec un 0-0 entre la Juve et le Milan et entre Offenheim-Leipzig, j'ai eu 2-0, mais c'était assez chiant aussi. Là, on s'est bien amusé. Il y a des bons renseignements aujourd'hui. Sur le chat, dit Max, le CD5 à minuit, le deuxième samedi du mois. Voilà, on reprend les. Voilà, il y a Canal le premier et il y a le CD5 le deuxième samedi du mois. Il y a des surprises, restez avec nous. Ça peut permettre aux gens de rester avec nous. On vous promet des choses d'ici la fin d'émission. Elton n'est pas encore au courant, mais il y aura du happening. C'est peut-être en rapport avec ça, mais sur le chat, il y a Don Baldi qui nous dit Elton, il a pris du muscle. Incroyable. Ah ouais, c'est vrai, ouais. J'étais un peu affûté pendant le confinement. Tu peux faire attention. Ah oui, bien sûr. Ouais, je ne sais pas. Je suis une armoire maintenant, mais je sais pas. Ouais. J'ai toujours été comme ça. Non, t'as pas toujours été comme ça. Il a du mal à passer les portiques de la ligne 13, mais tout va bien. Non, mais figure-toi qu'avant de venir, j'avais pris une chemise que j'avais déjà portée, j'arrive pas à la mettre. C'est pas vrai. Oh là là. Mais tu vois, c'est donc tu n'as pas jamais moi. Tu n'as pas toujours eu ce physique-là, quoi. Tu as bien pris. Et pourtant, t'as fait du sport pendant le confinement, toi? Pas plus, pas moins. Oh oui, non, t'es comme dans Football Manager, qualité physique naturelle, c'est ça, les qualités physiques. C'est ça, exactement. Bonsoir à vous les socios qui êtes là sur le chat. On est très heureux de vous retrouver en ce samedi soir très tard. On a été là à midi pour les parler du CD5, on sera là à minuit aujourd'hui, on sera là demain à midi encore. On passe notre vie avec vous et on adore ça. Minuit. Le petit midi-minuit des familles. On est là pour parler de football allemand, pour parler de football italien, pour parler de football espagnol. N'hésitez pas à nous balancer des petits pouces bleus, des petits likes. Là, les 100 personnes qui sont déjà arrivées, balancez-nous des likes, balancez-nous des pouces bleus. Activez-moi cette cloche là pour que vous ayez les notifications pour savoir à l'heure à laquelle on part. Parce que on essaie de faire des émissions à 23 quand on peut, à minuit quand on peut. Ça change. Donc vous pouvez activer la cloche pour être sûr. Abonnez-vous à la chaîne du Club des 5 si vous ne connaissez pas, ça nous aide. Et puis vous en parlez autour de vous, ça peut être hyper sympa pour nous. Et puis sinon, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. C'est là le meilleur endroit pour avoir toutes les actus du Club des 5. Il y a Dr Zora qui nous dit Romain, tu ressembles toujours autant à Bilal. On échange, tu veux qu'on se met comme ça là? C'est un plaisir. Ouais, mais moi je suis très honoré, je suis très honoré si je peux ressembler au prince du désert. Mais moi j'ai déjà dit, quand je vais être grand, je vais ressembler à Bilal. Ah bah moi aussi. T'as déjà mes bras. Faut rigoler, il est minuit, faut rigoler. Si on rigole pas là. Le programme de la soirée, les socios. On ira d'abord en Italie. Il y avait un choc en demi-finale de la coupe, le match retour entre le Napoli et l'Inter, score final 1 partout. Et c'est le Napoli qui se qualifie donc pour la finale après sa victoire 1-0 à l'aller. On parlera notamment de Dries Mertens qui est devenu aujourd'hui le meilleur
meilleur buteur de l'histoire du Napoli, rien que ça. Ensuite, on parlera de l'Inter qui est éliminé mais qui a montré des choses intéressantes, notamment Christian Eriksen qui était dans ce rôle de numéro 10 en dessous des deux attaquants Lautaro Martinez et Romelu Lukaku. Christian Eriksen qui s'est imposé, qui a réalisé un bon match. On pourra en parler parce que ça arrive pas si souvent que ça. Ensuite, on parlera du match du Barça, la victoire 4-0 du Barça sur la pelouse de Majorque. C'est déjà sérieux. Il y a une première mi-temps assez satisfaisante de la part du FC Barcelone. Après, en seconde période, ça a géré et ça a su mettre des buts importants en fin de match. Donc le Barça reprend de la meilleure des manières. Une victoire 4-0 et met la pression sur le Real qui a maintenant 5 points de retard avant son match à Eibar demain. Et enfin, on terminera avec la victoire du Bayern. Il y a marqué match nul, mais non, le Bayern s'est bien imposé contre Gladbach, avec notamment la première titularisation de Cuisance qui a été assez intéressante dans ce match où le Bayern a énormément fait tourner entre les suspensions et quelques titulaires qui étaient absents. Ça a permis de faire tourner et ça a plutôt bien marché. Victoire 2-1 contre Mönchengladbach. La question du soir, elle est sur le Napoli et elle est sur la finale qui aura lieu mercredi, la finale de la Coupe d'Italie. Le Napoli peut-il battre la Juve? Qui va remporter cette Coppa Italia? Vous nous donnez votre avis sur le chat et dans les commentaires. Est-ce que vous voyez plus le Napoli de Gattuso l'emporter? Est-ce que vous voyez plus la Juve de Sarri? Dites-nous qui est votre favori pour la finale mercredi entre le Napoli et la Juve. On va démarrer tout de suite ce débrief justement par le match retour en demi-finale de Coupe d'Italie entre le Napoli et l'Inter. Le Napoli qui s'était imposé 1-0 à Giuseppe Meazza avant le confinement avec un but de Fabian Ruiz, exactement. Là aujourd'hui, Christian Eriksen sur un corner rentrant a tout de suite remis les pendules à l'heure. But de Mertens avant la mi-temps et finalement l'Inter qui n'a pas réussi en seconde période, qui s'est un peu plus endormi et qui n'a pas réussi à marquer ce deuxième but qui les aurait qualifiés pour la finale. Oui, alors déjà sur la première mi-temps, on a vu que l'Inter avait bien commencé avec notamment ce but qui t'a amené vers une nouvelle configuration, c'est-à-dire qu'on partait en prolongation. On a vu l'Inter qui a été très scolaire, c'est-à-dire que moi je me suis revu l'International Cup au mois d'août avec Antonio Conte qui est avec Sampolo, mais ce que je veux dire par là, au-delà de la blague, c'est qu'on a vu une Inter très scolaire avec notamment cette idée qu'on va chercher énormément les pistons. On a vu que ce soit Ashley Young, que ce soit Candreva, ils ont été en position de tir, en position de centre, pardon. Donc ça démontre bien que le thermomètre du jeu de l'Inter était intéressant. Maintenant, on n'a pas su capitaliser. On n'a pas su marquer ce deuxième but. Et même en première mi-temps, à 1-0, où il y a des opportunités pour Lukaku, il y a des opportunités pour Candreva, et on a Ospina qui est plutôt intéressant. Exactement, alors qu'on était sur une nouvelle formation, parce que à l'instar de ce qu'avait fait Conte, notamment avec l'incorporation d'un Marchisio peut-être milieu, enfin derrière les deux attaquants, quand tu as vu l'éclosion de Pogba, là on est reparti sur absence du Regista, mais par contre un numéro 10 avec Eriksen. Donc tu avais dans l'idée d'apporter peut-être un nouvel renfort offensif, notamment pour accompagner les deux attaquants. Toujours est-il que tu n'as pas su capitaliser sur le 1-0, tu n'as pas su marquer pour te mettre à l'abri, pour t'éviter une éventuelle prolongation. Et après, il arrive à un but invraisemblable. C'est-à-dire qu'on est sur un coup de pied offensif. Il était Ospina qui, sur un simple dégagement, il arrive à prendre à revers toute l'équipe de l'Inter. En deuxième mi-temps, évidemment, le rythme est redescendu. Et après, on a eu une course contre la montre de l'Inter à partir de la 70e minute, où il y a eu des changements qui, pour moi, étaient intéressants. C'est-à-dire, Biraghi, j'ai bien aimé sa rentrée. La rentrée de Sanchez aussi. La rentrée de Sanchez, ça t'a apporté énormément de mobilité. Mais en face, par rapport aux 25 premières minutes, on a vu un Naples qui s'est davantage fortifié autour de sa charnière centrale avec Koulibaly et Maximovic qui ont vraiment fait un bon match en deuxième mi-temps, avec aussi Ospina qui a été décisif. Donc au final, on a une qualification, est-ce qu'on peut dire méritée pour Naples? J'aurais tendance à dire oui, parce que faut prendre le contexte, c'est le premier match de reprise, c'est très compliqué, les équipes ne sont pas prêtes, donc on ne va pas être nécessairement sévère par rapport à ces équipes-là, par rapport au contenu, donc on dira bravo aux Napolitains, et déception légitime pour l'Inter qui a quand même montré des choses intéressantes. Karim Krimodan sur le chat qui nous dit Eriksen doit être le chef d'orchestre plus que Brozovic. On va parler de l'Inter et d'Eriksen un peu après. Mais c'est vrai que sur ce match, Bilal, ce matin dans les paris du CD5, Fares avait
avait mis 8 victoires de l'Inter en disant quand ils étaient prêts physiquement, c'était peut-être une des meilleures équipes d'Italie. Et c'est vrai que dans le début de match, ça s'est un peu ressenti. On a senti les schémas de jeu qu'on avait vus en début de saison aussi. Ouais, on a senti ces schémas-là dès le début de la rencontre avec des intentions côté Inter. Globalement, on a senti cette supériorité de l'Inter par rapport au Napoli, mais ce match-là, la psychologie de ce match-là, elle est doublement compliquée parce que d'une part, on revient d'une période post-Covid où on a expliqué évidemment que toute la confiance capitalisée, toutes les formes du moment d'il y a 3 mois, d'il y a 2 mois ne peuvent pas aujourd'hui être capitalisées. Et d'autre part, il y a ce format-là en aller-retour où c'est compliqué en fait d'aller courir vers un résultat retour quand le match aller est si loin des mémoires. Et ça, c'est compliqué parce que forcément, quand l'Inter marque, on a une fausse sensation de confort qui s'installe. D'ailleurs, il marque très vite à la 2e minute sur un corner direct qui est assez mal négocié par Ospina, mais il y a un flottement dans la défense. Et suite à ce corner, c'est un peu ce faux confort qui s'installe où on a l'impression que le match est maîtrisé. Et surtout que l'Inter mène, alors qu'en fait, non, il y a encore une différence. Et que finalement, comptablement, on n'est pas à l'abri. Et ça a donné lieu, effectivement, je rejoins Elton, à une prestation assez scolaire de l'Inter Milan, mais surtout à un manque de lucidité devant les cages, à un côté brouillon, à parfois je ne sais pas si c'est de la timidité, mais il y a eu, notamment via Lukaku, il y a eu des actions ratées où l'Inter a pêché par manque de précision. Et effectivement, au fur et à mesure, le Napoli a pris confiance en son jeu. Je ne les ai pas sentis extrêmement dangereux, mais tout le long de la rencontre, ils ont joué avec une certaine dose de sérieux qui a été assez régulière, notamment dans le pressing. Ils ont toujours cherché, que ce soit Insigne, Mertens, à embêter l'arrière-garde de l'Inter, par des mouvements en avançant, à essayer de colmater les brèches, et à un moment ou un autre, ça a fini par payer. Peut-être pas du but le plus magnifique qu'il soit, mais c'est un schéma classique avec une attaque rapide, avec Mertens à la conclusion. On connaît ces schémas de jeu de la part des hommes de Gattuso, et l'Inter s'est fait punir à ce niveau-là. J'ai l'impression que ils ont été peut-être sur un rythme trop confortable. Tu veux dire qu'il y a eu un sentiment illusoire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est vrai qu'on va faire un petit aparté, on était aussi, c'était du même acabit hier avec le match Juve ou Milan, où tu avais un 0-0, mais on avait fait du match aller. Moi, il a fallu attendre la fin du match pour que je me souvienne que la Juve, avait fait un partout grâce à un but de Ronaldo sur penalty à la dernière minute. Ce qui s'est passé, à savoir que vu que c'est plus très frais dans les esprits, t'es pas avec le même contexte, tu dois emmagasiner des choses, et peut-être que par rapport à ça, l'Inter n'a pas aussi cette capacité à faire la décision dans les derniers mètres. Sur le chat, il y a MD Lyris qui nous dit Naples contre les gros fait toujours bonne impression. C'est vrai qu'ils ont moins à faire le jeu face aux gros, et donc ça convient plus aux équipes de Gattuso de devoir attendre un petit peu, exploser en contre par la suite. Il y a Dimax qui dit, et ça c'est intéressant, il faut signaler quand même qu'après qu'il y avait une bonne intensité dans le jeu post-Covid par rapport au match d'hier, notamment. Oui, c'était quand même un peu supérieur aujourd'hui. Et justement, je pense que le contexte définit les choses, à savoir que hier, on était sur une configuration où Milan était rapidement à 10. Du côté de la Juve, on était à domicile, et donc il était entendu. Bon, je ne vais pas dire que Milan n'a pas acté le fait que ça serait compliqué, mais toujours est-il que tout penchait du côté de la Juve, alors que là, on sait que le ballon était du côté de l'Inter, la qualité offensive sur le papier penchait du côté de l'Inter, le scénario faisait qu'on avait un scénario très ouvert, et c'est pour ça qu'on peut noter que pour un match de reprise, ça a été très intéressant. La question du soir, les socios, elle est sur le Napoli. On va s'intéresser un peu aux hommes de Gattuso. La question du soir, le Napoli peut-il battre la Juve en finale? Pour vous donner peut-être un élément de réflexion sur cette question, vous donnez votre avis dans les commentaires pour ceux qui sont en replay, sur le chat pour ceux qui sont avec nous en direct. J'aimerais qu'on voit la position moyenne du Napoli. On va voir que sur la position moyenne, on voit des joueurs du Napoli qui sont quand même très bas. On voit notamment Koulibaly et Maximovic qui sont vraiment très très bas. Les seuls offensifs vont être les trois de devant avec Mertens, Insigne et c'était qui? C'était Politano qui était à droite. Quand on sait que même si la Juve n'arrive pas à avoir le ballon et à être bon dans le jeu cette année sous Sarri, mais on sait que Sarri aime avoir le ballon, on sait que cette équipe du Napoli aime laisser le ballon et exploser en contre. Est-ce que justement dans cette configuration-là, ils ne peuvent pas avoir une chance mercredi en finale, le Napoli? Oui, bien sûr qu'ils peuvent avoir une chance. Ils sont configurés
au niveau tactique pour avoir ce rôle-là, un peu David versus Goliath, où ils vont capitaliser sur les contre-attaques et les failles défensives de l'adversaire une fois que celui-ci est dans leur camp. Il y a aussi au niveau mental et ça c'est quasi historique, une capacité qu'a le Napoli à se sublimer contre les gros calibres italiens. Il en est aussi de la fierté de la région. Donc effectivement, ils ont de quoi faire. Ils ont une arrière-garde qui fonctionne bien, une colonne vertébrale au milieu de terrain qui aussi permet, même si on l'a moins vu aujourd'hui et qu'Eriksen, on en parlera tout à l'heure, a réussi à se jouer un peu des trois au milieu par la qualité de son positionnement. Ils ont une colonne vertébrale qui leur permet de rendre les ballons plutôt propres en contre-attaque et d'avancer assez rapidement. Et puis moi j'aime bien aussi que ce soit Politano, Mertens ou Insigne, ces petits gabarits qui sont capables comme ça d'aller harceler. Ça paye pas de mine au départ, mais ensuite on se rend compte que ce harcèlement constant du détroit de devant par leur pressing fatigue la défense énormément, les oblige à passer de gauche à droite pour chercher la solution, et ça peut être un élément déclencheur. On a vu aussi du côté de la Juve hier que parfois il pouvait avoir de l'inefficacité. Même Ronaldo pouvait par moment passer à côté de ces matchs ou pêcher au niveau de l'efficacité offensive. Donc forcément ces ingrédients-là réunis donnent une chance certaine à Napoli. Il y a Karim Krimadan qui fait une analogie qui est peut-être assez intéressante. Il dit: Naples me fait penser à Manchester United sans Bruno Fernandes. Jouer en contre face au gros, c'est un exemple criant, le but de Mertens aujourd'hui. Gattuso mise sur les contres comme Solskjaer le faisait en début de saison en première ligue. C'est vrai qu'il y a un peu cette histoire-là de on réussit contre les gros parce qu'on n'est pas attendu. Quand on a le ballon, c'est assez compliqué. On n'arrive pas forcément à développer énormément d'attaques, mais on sait gérer ces matchs-là. C'est une équipe qui est configurée pour ça. Il faut revenir à ce que disait Ancelotti l'année dernière, quand il disait qu'il fallait peut-être passer du saribol vers le cholismo. Enfin, il avait décrit un terme qui allait dans ce sens-là. Toujours est-il qu'on peut saluer du côté de Naples qu'il y a un comportement qui est très intéressant sur les gros matchs, que ce soit face à la Juve, que ce soit face au Barça. Pourquoi ? On va mettre beaucoup de densité axiale de manière à installer une forme d'illusion du côté de l'adversaire. C'est-à-dire que l'adversaire va avoir énormément le ballon, mais in fine, la zone qui sera entre guillemets allouée à cette équipe-là, ça va être sur les côtés. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va mettre le ballon sur les côtés, on va avoir les latéraux qui vont être dans une obligation de créer quelque chose. Le latéral, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va renvoyer dans le paquet. Maximovic ou Koulibaly vont tout renvoyer. C'est ce qui s'est passé face au Barça. C'est ce qui s'est passé face à la Juve. Et donc, ce soir. Et c'est ce qui est passé aujourd'hui face à l'Inter. Un petit mot juste pour terminer sur le Napoli, puis après on passe à l'Inter. Un petit mot sur Dries Mertens, parce que Dries Mertens, mine de rien, on s'est étonné dans la rédaction tout à l'heure. Mertens, ça fait 8 ans qu'il est quasiment 8 ans qu'il est au Napoli, 7 très exactement, et il a marqué son 122e but avec le Napoli. C'est le meilleur buteur de l'histoire du Napoli, Dries Mertens, devant Marek Hamsik, devant Diego Maradona. Il était en fin de contrat, alors c'est pas encore officiel, il devrait prolonger jusqu'en 2022 avec une option pour l'année 2023. Don Baldi, qui est supporter du Napoli, Napoli France, qui nous dit c'est 7 ans de trop. Il n'est pas fan de Dries Mertens. Au fond, il aime. Qui aurait cru que Dries Mertens allait devenir le meilleur buteur de l'histoire du Napoli ? C'est tout aussi surprenant que c'est impressionnant de sa part quand même, parce qu'on n'attendait pas, quoi. Ça peut être surprenant parce que c'est un joueur qu'on a toujours, qui a été entre guillemets catégorisé comme un joueur non pas de la trempe des top players, mais peut-être un peu en dessous de la trempe des bons joueurs, très bons joueurs, mais un peu outsider. C'est le prix de la régularité. Finalement, il passe 8 saisons au Napoli, Dries Mertens. On doit mettre beaucoup de crédit, je pense, sur ça, parce qu'il a traversé les époques, il a surtout traversé les coachs et les styles de jeu. Être performant sous des coachs comme Sarri, comme Ancelotti, comme maintenant Gattuso, c'est pas forcément des philosophies qui sont à chaque fois similaires. Et puis, parfois, vaut mieux être prophète et roi dans une belle maison que majordome dans un immense domaine. Et c'est un peu l'histoire de Mertens. Je préfère être premier dans mon village que second à Rome. C'est ça. Et c'est joliment dit, Elton. Pour le coup, c'est bien dit, parce que Naples et Rome... c'est ça, il y a une belle
l'analogie au va dire à Naples que c'est un village, tu vas voir. C'est pour ça que moi j'ai... Oui, non, mais t'as bien compris. Tu verras c'est pour ça qu'il reformule ma phrase, mais moi j'ai fait exprès de dire très belle maison et villa, parce que j'ai pas envie d'avoir Don Baldi et toute l'équipe sur le dos. Donc la très belle villa napolitaine, et évidemment, non, ce que je veux dire par là, blague à part, c'est Dries Mertens, beaucoup se sont posé la question de savoir si ce joueur pouvait, dans une logique de progression de carrière, aller viser des échelons supérieurs, que ce soit dans des championnats en Première Ligue ou en Liga. Il n'en a pas été, mais finalement, c'est peut-être plus intéressant d'être resté au Napoli, d'avoir prouvé sur la durée qu'il était un titulaire indiscutable et qu'il pouvait comme ça mener son club jusqu'où il l'a mené. Alors c'est peut-être pas forcément vers des titres, pas forcément vers des saisons qui resteront inoubliables, mais d'un point de vue individuel, il est dans le cœur des supporters, pas tous, évidemment, et Don Baldi on le salue, mais voilà, c'est quand même un accomplissement très important. Don Baldi qui dit que tu as pris la confiance avec tes biceps apparemment, hein, donc non, mais on va dire qu'il n'a pas connu 7 vies comme un chat, mais il a connu 2 vies du côté de Naples. Ça y est, je l'ai lancé sur les métaphores. Sur les métaphores. Non, mais c'est-à-dire que quand il arrive du PSG, il est identifié comme un ailier percutant, mais qui ne va pas forcément mettre un paquet de buts. Il est recruté de ce côté-là à Naples, mais il a connu une deuxième vie à partir de Sarri, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a été notamment repositionné, il a eu une appétence vers le but, donc il a commencé à marquer des buts en pagaille, et c'est là où, quoi qu'on en dise, il a été un élément qui a été très important dans la montée en puissance de Naples, que ce soit sur la scène nationale via la saison 2017-2018 qu'on a décrite, ou la scène européenne, puisque encore aujourd'hui, Naples est en course pour être en quart de finale. Donc, être le meilleur buteur devant Marek Hamsik, qui a été quand même un capitaine important. Marek Hamsik qui a fait 12 ans au Napoli, Mertens en est à sa 7e saison. Même si Hamsik jouait oui, et Hamsik jouait forcément bien plus bas. Et Diego Maradona, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc rien que pour ça, bravo de ce côté-là. Et puis il y a peut-être cette insatisfaction, c'est aussi quelque part aussi une forme de, entre guillemets, de respect pour Mertens, parce que peut-être que certains supporters attendaient qu'il puisse amener le Napoli plus haut, mais c'est toujours voir le problème des deux côtés. C'est est-ce que Mertens avait le potentiel pour, mais est-ce que surtout la configuration du Napoli ces dernières années permettait de passer ces paliers-là. Donc ce qu'il a fait, c'est déjà énorme. Mertens, qui, s'il prolonge, ça devrait être le cas, il devrait prolonger jusqu'en 2022 avec une option pour 2023. S'il va jusqu'au bout de cette option, il aura fait 10 ans au Napoli. D'ailleurs, ça m'a un peu surpris parce que 2022... 10 ans, et on se rend pas compte. Hein. Ah, toi, t'as été surpris par le nombre d'années qu'on donnait encore à Mertens. Ça et la longévité, bien évidemment, parce que faire 10 ans à Naples, ce n'est pas rien. Naples, c'est quand même un club qui est important en Italie, donc ça démontre bien qu'il a réussi à performer et à s'inscrire dans la durée du côté de Naples, où il y a énormément de pression. C'est pas Don Baldi qui va dire le contraire. Et sur la manière dont a été formulé le contrat, 2 ans plus 1 à 33 ans, c'est... En 2022, il aurait 35 ans, en 2023, 36, donc ce serait peut-être le dernier contrat de sa carrière à Dries Mertens. On verra ce qu'il décidera de faire par la suite. On va parler maintenant de l'Inter avec cette non-qualification pour la finale de la Coupe d'Italie. Il y a Karim Krimwamdan qui dit le problème, il a toujours été là. On n'a pas maîtrisé la rencontre. Il est supporter de l'Inter. Et on ne s'est pas tué quand on a des occasions. C'est ça qui a flingué notre saison. Le jeu est trop stéréotypé. On passe trop par les pistons. Oui. Il y a un peu de ça. Il y a toute la saison de l'Inter qui est là-dedans. C'est ce que les gens reprochaient à Conte sur sa deuxième saison à Chelsea. À Chelsea, ouais. Mais c'est aussi ce qui a fait que l'Inter a fait une superbe première partie de saison. Tout ça. Les défauts des qualités. Je crois que je l'avais, on va encore aller dans les métaphores, mais je l'avais déjà fait sur l'Inter de Conte. L'Inter de Conte, c'est ce que disait ma prof d'histoire géo. C'est bien de tout apprendre par cœur, mais il faut aussi s'emparer du sujet, aussi le personnifier. Du côté de l'Inter, voilà, on sait très bien, on va ouvrir sur le côté gauche de manière à trouver Ashley Young, renversement vers Candreva, etc. Et ça reste scolaire. Et ce que je veux dire du côté de l'Inter, à un moment donné, il n'y a pas non plus il n'y a pas une volonté de surprendre. C'est-à-dire que le schéma, il est très rigide. Et à partir du moment où il est très rigide, on a très bien vu sur la seconde mi-temps du côté de Gattuso, on a su s'adapter. Et à partir du moment où tu es capable de prendre la mesure de ton adversaire, c'est très compliqué pour l'Inter. Il y a Théo Cottrell qui nous dit Conte s'est sabordé en voulant caser Eriksen en 10. Barella et Brozovic ont abandonné l'axe et mangé la ligne alors que l'Inter est dépendant de Brozovic en position axiale et en transition. C'est un débat qui est très intéressant parce que j'en parlais en préambule. Savoir à qui on donne le jeu, si on le donne à Eriksen ou si on le donne à Brozovic.
cette fois-ci, on est sur un triangle inversé. Là, on avait le régista qui était Brozovic. Je sais pas si c'est dû à la demi-finale, configuration match retour, tu dois remonter un score ou ça va s'inscrire dans la durée, mais toujours est-il qu'il faut trouver l'écosystème adéquat pour Eriksen. Donc ça passe par quoi? Tu le mets sur un double pivot ou tu le mets devant? Donc de la question va émerger une solution, mais aujourd'hui c'était Eriksen en poste de numéro 10. Mais on peut dire il a été intéressant, il a montré des bonnes choses. Quant à savoir si ça va être quelque chose de régulier, ça... C'est un peu ce qui est contradictoire, c'est que Eriksen fait un bon match, il n'est pas avare d'efforts, d'ailleurs c'est assez rare pour le souligner aussi, on l'a vu faire des courses, du pressing vers Ospina à certains moments, mais pourtant la prestation collective de l'Inter est peut-être pas la plus aboutie. Est-ce qu'il n'y a pas un choix à faire entre mettre Eriksen dans les meilleures conditions et privilégier ton apport collectif? Je ne sais pas, je pense que c'est aussi beaucoup dû au profil d'Eriksen. C'est un facilitateur plus qu'un tueur et qu'un finisseur. Moi, j'ai trouvé sa prestation extrêmement intéressante de par déjà son positionnement. Il se plaçait toujours dans le cœur du milieu à 3 du Napoli et entre les deux derniers milieux et la charnière. Et en fait, son positionnement, il était intéressant parce qu'en contre-attaque, quand le Napoli attaquait, il arrivait en une passe, en deux passes, à écarter rapidement justement sur les deux pistons qui étaient Candreva et Young, et ça permettait à l'Inter de se procurer des occasions intéressantes. Donc il a été dans ce 3-4-3 un facilitateur de la remontée du bloc. C'est quelque chose qu'on voyait déjà beaucoup à Tottenham. Je ne sais pas si vous vous souvenez sous Pochettino des configurations d'attaque, mais l'équipe de Tottenham avait l'habitude de remonter le bloc en nombre, et Eriksen était le maillon, cet électron qui permettait aux autres de remonter rapidement, parce on le sait, il est capable de jouer dos au pressing, de se faciliter par son intelligence de jeu et son placement la vie, et puis quand les autres attaquent, il se met souvent en retrait. C'est pas un joueur qui arrive lancé dans la surface, c'est aussi c'est aussi les défauts de ses qualités ou les qualités de ses défauts, mais Eriksen, une fois qu'il a facilité l'avancée du bloc, il se met souvent en retrait, il a une bonne frappe de balle, mais c'est pas le joueur qui va arriver lancé ou qui va participer au surnombre de l'offensive de son équipe. Maintenant, ça pose un souci, ça peut poser un souci, parce que quand l'Inter attaque et que ça passe par les pistons, devant, on n'a plus que Lautaro, qui est pas forcément un joueur de tête, et Lukaku qui se retrouve au cœur d'une charnière qui est quand même composée de deux mastodontes, et derrière forcément ça stéréotype un peu le jeu de l'Inter, ça donne un élément en moins, et c'est ça c'est tout le paradoxe en fait d'Eriksen, parce que c'est un joueur qui facilite énormément la montée du bloc en 10, mais des fois on a envie de dire il se comporte comme un relayeur une fois qu'il est dans le dernier tiers du terrain. Ça c'est important, ça crée le débat, et ça prolonge le débat avec Brozovic, parce qu'on a un 10 qui finalement ne va peut-être pas au bout de son effort et ne soutient peut-être pas assez les attaques. C'est là où je voulais en venir, et je vais prendre à témoin ceux qui sont présents sur le chat. Suivant la définition du numéro 10, enfin tel que on se le fait, est-ce que tu préfères avoir un 10 qui soit plus la cause ou la conséquence? Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que si tu veux que le numéro 10 soit la cause, donc il va faire bien jouer son équipe, mais in fine, dans le dernier tiers du terrain, là où ça compte, s'il n'a pas de plus-value, ça va être compliqué. Alors que s'il est la conséquence, moi j'ai ma pensée par rapport au mécanisme du jeu de l'Inter. Je pense pas que le fait que Eriksen, évidemment, il peut apporter une aide, mais moi j'ai envie de le voir davantage plus haut. C'est-à-dire que ça va être... qu'il en est capable après, parce que ça a toujours été ce qui lui est reproché. À Tottenham, souviens-toi, on se posait toujours, on avait ces débats où effectivement il fait bien jouer, mais in fine, il n'y a pas de valeur ajoutée dans le dernier tiers du terrain adverse, à savoir que ça reste très neutre. D'ailleurs, tu le vois au niveau de ces stats qui ne sont pas non plus extraordinaires. Tu te retrouves avec un joueur qui ne peut pas vraiment jouer en 8 parce qu'il n'a pas forcément un abattage physique extraordinaire, mais qui en 10 n'apporte pas forcément ce qu'il faut offensivement dans le dernier tiers du terrain. Donc surtout qu'en Italie, c'est un rôle qui est très important, le rôle de trequartista. C'est vraiment, c'est pas n'importe qui, tu le confies pas à n'importe qui. Alors, effectivement, Conte, parce que c'est une recrue qui est quand même importante, l'Inter a quand même mis beaucoup de sous sur lui. Il doit le faire jouer, il doit lui trouver le bon système. Et après, on va voir sur la fin de saison. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, on a eu forcément un Lukaku qui n'était pas aussi en jambes qu'il ne l'a été sur le début de saison. Il y a des moments où il prend la balle,
il commence à essayer de la décaler, et puis il va pas forcément lui aussi amener l'occasion, l'action et se retrouver dans la surface. Il y avait un manque de présence peut-être pour finir les actions aujourd'hui à l'Inter. Oui, forcément, parce que Lukaku polarisait un peu cette présence dans la surface. Quand les ballons arrivent au niveau aérien, on peut pas trop compter sur Lautaro parce que c'est plus un joueur de percussion et qui gravite autour de Lukaku. Lukaku, on sait en plus qu'au niveau de son profil, c'est plutôt un diesel. Et pour avoir suivi sa carrière depuis Everton, on le sait, ça met parfois du temps et il lui faut du rythme et des matchs pour commencer à enquiller ses séries de buts. Je vous invite à revoir un peu ses séries, ça vient toujours après quelques journées. Donc il a besoin de ces joueurs-là qui l'accompagnent parce que sinon le jeu de l'Inter devient trop lisible. Et encore une fois, les bonnes saisons d'Eriksen à Tottenham, Elton parlait tout à l'heure des causes et des conséquences. Là, les conséquences, on les connaissait. C'était Harry Kane, c'était Dele Alli, c'était Son, qui étaient eux capables, entre guillemets, d'avoir ce côté tueur, et forcément l'alchimie fonctionnait. Là, autour de lui, Lukaku, il est bien pauvre aujourd'hui. Alors il a été un peu brouillon, parfois en manque de repères, où on sentait sur des têtes, ou parfois il la piquait alors qu'il devait peut-être plus la lober, ou parfois il avait aussi au niveau positionnel du mal à se situer, mais en même temps il a été pris en étau. Donc est-ce qu'on peut lui reprocher son non-match, ou est-ce qu'on doit reprocher à l'Inter le manque de solutions autour de lui? C'est un peu des deux. T'as un avis sur le match de Lukaku, Elton, et puis après on passe au match du Barça. Je sais que t'as envie de parler du Barça, donc... Non, mais sur... oui, évidemment. Mais... Ça veut dire parle pas longtemps de Lukaku, on est en retard. Non, mais sur son match... Même pas non, mais par rapport à son match, moi, je le regarde toujours en duo avec Lautaro Martinez. Alors, effectivement, sur son match, il aurait pu être décisif. Il n'a pas eu énormément de ballons à exploiter, alors que, pour le coup, il y avait notamment les pistons qui étaient là. Donc, moi, c'est un match, pour un match de rentrée, on va dire, c'est un match moyen. On était sur une configuration demi-finale de Coupe d'Italie. Il aurait pu faire bien mieux, évidemment. Il manque ce but qui aurait pu être très important. Mais tout il a une opportunité, notamment en première mi-temps, où il peut la mettre. Il y a l'arrêt d'Ospina, et puis il y a une tête, je crois, en deuxième mi-temps aussi. Exactement, mais toi, d'ailleurs, t'en parlais à juste titre. À un moment donné, notamment en deuxième mi-temps, quand il y avait besoin d'avoir sa figure, il était peut-être éloigné du but, notamment sur l'action avec Alexis Sanchez. Ouais, Alexis Sanchez qui a fait une rentrée plutôt remarquée avec l'Inter aujourd'hui. Finalement, le Napoli, avec ce match nul, est qualifié pour la finale de la Coupe d'Italie. Et un vrai coup à jouer mercredi. C'est la question du soir. Il y a un vrai coup à jouer, peut-être pour les Napolitains. Vous nous donnez votre avis, les socios, là-dessus. Est-ce que vous voyez le Napoli battre la Juve en finale? Oui, non, oui, aucun des deux, peut-être les deux. Vous nous dites sur le chat et après, dans les commentaires ce que vous en pensez. Pourvu que Mertens ne la joue pas Bruce Lee, de manière à ce que Naples joue à 11 rapidement. Il faudra qu'il saute quand même très haut, parce que Rebic, pour le coup, il avait moins de détente à avoir pour... Non, mais tu sais que j'ai câblé, moi. La cage c'est complètement fou. Moi, j'ai câblé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je sais pas s'il veut faire un contrôle porte-manteau à la Zidane, ou un high kick retourné à la Le Banner. Mais vraiment Naples à l'équipe pour embêter. C'est peut-être le meilleur moment pour attaquer la Juve. Cette période de reprise, de rodage où. Oui, il y a peut-être un bon coup à faire pour les Napolitains. Voilà pour le foot italien qu'on prend plaisir à retrouver. Le foot italien qui est de retour depuis hier. Il y a la finale de la Coupe d'Italie qui sera mercredi. Et après, il y a la journée de Serie A qui reprendra. Elle est où la finale à Rome le week-end prochain. Alors ça, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Il faudrait qu'on se renseigne, voir où est-ce qu'il la joue. Je pense que c'est sur terrain neutre. Normalement, c'est au stade olympique qui joue la finale. Donc certainement encore une fois, on nous dirait Rebic, c'est Vinnie Jones. On va passer à la deuxième partie de cette émission, la victoire du Barça. 4-0 face à Majorque. On a mis déjà sérieux, c'est à l'Olympico. Merci Théo Cottrell sur le chat. Le 4-0 du Barça face à Majorque. On a mis déjà sérieux parce que c'est vrai que ça a été un match très sérieux de la part du FC Barcelone aujourd'hui. Un but d'Arturo Vidal à la deuxième minute, un des buts les plus rapides de la saison. But de Braithwaite pour le Barça. J'adore cette phrase. Il a été bon. À la 37e, il a été bon, Martin Braithwaite. Un but de Jordi Alba à la 79e. Léo Messi devait forcément marquer après deux passes décisives aujourd'hui.
Le Barça a géré, le Barça a été plutôt satisfaisant aujourd'hui. Pour un Elton. match de Très belle première mi-temps notamment. Oui, pour un match de reprise, on ne peut pas demander plus au FC Barcelone. Alors effectivement, on pourra toujours pinailler, on pourra toujours demander la perfection, notamment sur cette deuxième mi-temps qui a été plutôt à l'arrêt, mais toujours est-il que dans une configuration où Majorque doit se découvrir, ils ont su punir rapidement. Non, voilà, c'est une entrée en matière sérieuse, comme tu as dit, du FC Barcelone. On a vu des choses tactiques qui sont intéressantes, c'est-à-dire cette idée de largeur. On a réussi à trouver les latéraux à plusieurs reprises. Tant Sergi Roberto sur le côté droit qui a eu énormément de centres à disposition que Jordi Alba qui a fait qui a été vraiment bon. Il est impliqué sur 3 des 4 buts. Donc vraiment une partition complète. On a eu la connexion Messi-Alba justement qui a su et qui a marché à plusieurs reprises. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que Messi arrivait à toucher Jordi Alba, il y avait davantage de tempo pour attaquer du côté du Barça, notamment sur attaque placée. Ce que j'ai bien aimé du côté du Barça, c'est la pression à la perte du ballon. C'est-à-dire que très rapidement, dès que tu perdais le ballon du côté du FC Barcelone, au bout de 5 mètres, tu avais des joueurs du Barça qui étaient prêts à récupérer le ballon. Par contre, c'était plus compliqué dès que le premier rideau était dépassé. Exactement. En tout cas, on est toujours sur une phase où voilà, c'est un match, c'est le premier match post-coronavirus. Donc, c'est encourageant pour le Barça. On voit les positions moyennes avec un Ronald Araujo, Alors, lui, qui était très très bas, qui est très très bas, c'est le numéro 33, donc c'était son premier match avec le Barça. D'ailleurs, il faudrait prendre à témoin la fédération, enfin la Ligue de football espagnole, qu'ils imposent une distanciation sociale entre Ter Stegen et Araujo. Parce qu'à un moment donné, non mais j'ai cru qu'ils allaient se percuter. Il était trop bas. Il jouait trop bas pour toi, c'est ça ? On va plaider à circonstances atténuantes. C'était l'un de ses premiers matchs avec la A, donc il n'a pas voulu prendre de risques, mais c'était trop voyant. Sur le chat, il y a pas mal de thèmes qu'on va aborder qui sont donnés. On nous dit que Messi a fait 2 passes décisives, un but en marchant dans un match de reprise, c'est insolent. On va parler un peu de Léo Messi. Il y a énormément de critiques, notamment sur Antoine Griezmann, donc on va en parler. Mais juste ce qui a été positif, avant de parler de Griezmann, ce qui a été positif, c'est vrai que cette relation Alba-Messi, aujourd'hui, elle a été plus que satisfaisante et ça a donné des occasions et des buts pour le FC Barcelone. Ouais, elle a été satisfaisante parce que justement, il y a plusieurs choses au niveau collectif que j'ai trouvé intéressant pour poursuivre ce que disait Elton. D'abord, la récupération haute, c'est sur une récupération haute que le premier but est inscrit, celle de De Jong. Il y a eu également Vidal sur sa parcelle du terrain qui lui aussi arrivait avec un pressing très important. Et c'est vrai qu'on sentait le Barça, et ses principes de jeu sont propres à cette équipe, capable très vite d'aller presser l'adversaire et de l'enfermer, de récupérer ses ballons. Et puis moi, j'aime beaucoup la manière dont attaque ce Barça de Quique Sétienne en nombre à 5 de manière très compacte, très rapprochée, pour au final, et ce bloc-là est composé des 3 de devant et des 3 milieux, même si Busquets est parfois un peu en arrière. Mais il était même parfois assez haut aujourd'hui. D'une part, ça permet de combiner, de dézoner, et ça crée une espèce de désorganisation organisée, et puis d'autre part, ça laisse le champ libre aux latéraux qui ont comme ça la possibilité d'être servis, et pas forcément de devoir centrer de manière tendue, mais parfois de manière enroulée. C'est ce qui s'est passé avec Jordi Alba, son centre est millimétré, il a le temps de le mettre, et surtout, il a la présence nécessaire dans la surface pour le tenter. Il y a aussi le deuxième but. Pour moi, le but de Braithwaite, il caractérise ce que je suis en train de dire sur le bloc équipe, le bloc offensif qui est très rapproché, très haut. 2 têtes, 2 remises de la tête, dont une de Lionel Messi, qui n'est pas forcément son registre préférentiel, mais qui va, comme ça, sur des circuits ultra courts, trouver une solution de but. Et ça a été très intéressant. Effectivement, je rejoins ce que disait Elton, quand ce bloc-là de 5-6 est passé par l'équipe adverse, ça devient plus compliqué parce que forcément la défense recule. Et parfois le recul-frein, Kubo il avançait et tu voyais Araujo il aurait pu continuer d'accélérer. Je connais pas la distance entre Majorque et le Camp Nou, mais il aurait pu se retrouver dans le stade à domicile. Il faut prendre l'avion. C'était assez compliqué à ce niveau-là. Ils n'ont pas été totalement souverains, l'équipe du Barça. Je pense que la manière d'attaquer a permis à la relation entre Alba et Messi d'exister et de perdurer. Ouais, parce que tout est corrélé. À partir du moment où tu attaques bien, tu défends bien, entre guillemets, parce que évidemment tout n'a pas été parfait, mais ce que je veux dire par là, à partir du moment où Majorque repartait de très très bas, c'était très compliqué, parce que Majorque... Tu vois les ballons relancés. D'ailleurs, au bout de l'heure de jeu, ils étaient carbo Majorque, parce qu'ils ont énormément produit pour essayer d'avoir des transitions exploitables. Et ce que je veux dire par là, du côté du Barça, on a très bien vu que
c'était l'une des principales difficultés tout au long de la saison, cette manière d'amener énormément de monde dans la surface. Là, on voit bien, c'est pas anodin de voir sur le but de Braithwaite, comme l'a dit Bilal, et De Jong et Messi qui arrivent à faire 2 têtes offensives dans le camp de Majorque. Et le geste de Messi est quand même assez compliqué à faire de la tête parce que il fait une genre de pré-feinte, puis il la dévie. Quand tu fais 1m68, c'est quand même D'ailleurs, j'ai cru qu'il allait pas forcément facile. J'ai cru qu'il allait laisser sa tête au sens propre parce qu'à un moment, il y a un gars qui arrive et comme ça. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? C'est Léo? Allez, vas-y. Juste pour conclure cette idée autour du fait d'attaquer en nombre, parce que on parle beaucoup et puis certains ont été un peu parfois sceptiques concernant les lacunes de Sétienne ou les lacunes présupposées. Ça, c'est des principes de jeu qu'on a vus dès son arrivée. Moi, je me souviens d'un match qu'on avait débriefé, c'était contre le Betis, justement, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, où déjà on voyait ces espèces de cercles rapprochés autour de Léo Messi. À l'époque, c'était pas aussi bien travaillé parce qu'il venait d'arriver, les joueurs n'étaient pas forcément peut-être... Il manquait Suarez notamment, il n'était pas là. Il manquait Suarez, peut-être qu'au niveau physique, il n'y avait pas l'intensité nécessaire, mais je ne sais pas si tu te souviens, Elton, derrière Messi, on voyait déjà ces petites combinaisons et ces tentatives-là d'avancer, et là ça fait plaisir de voir que pendant cette trêve ça a été travaillé et qu'ils arrivent de manière beaucoup plus développée à le mettre en place. Ça y est, peut-être que Messi n'est plus tout seul et n'a plus à faire le jeu tout seul et à faire le tout en fait. Ça a été un des grands matchs du Barça sous la construction, la finition. Ce qui a été bien notamment sur les 25 premières minutes, c'est que Messi a eu des lignes de passe, on le voit bien à travers la position moyenne où on voit vraiment que les deux latéraux incarnent cette idée de largeur. On a vu un Vidal qui a été très énergique, c'est-à-dire qu'il a offert des solutions. Bon, après, c'est redescendu, mais ce que je veux dire par là... Il est d'ailleurs sorti à la mi-temps. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'il y a eu... Tu joues à quoi d'ailleurs? Tu me posais la question. Bon, je pense que soit il avait déjà tout donné, il était un peu fatigué, soit il voulait faire tourner, parce qu'il va y avoir un enchaînement de matchs assez important en Espagne, donc si tu as 5 changements... la première étape de la Vuelta, là... T'as 5 changements, si tu peux économiser un petit peu... Ouais, exactement, donc tu avais un Vidal qui n'était pas dans une position d'intérieur droit, c'est-à-dire dans un rôle de relayeur droit fixe, et qui était énormément mobile, et donc ça occasionnait quoi? Ça occasionnait parfois un 4-2-4 où il y avait énormément de monde qui faisait partie de ce chaos organisé, il arrivait souvent lancé. Donc l'idée, c'était de sortir les meilleurs relayeurs de Majorque qui étaient disposés dans un 4-4-2, c'était sortir de position de manière à générer des supériorités qui feraient que tu avancerais plus rapidement. Les sociaux, vous êtes beaucoup sur le chat en ce samedi à quasiment 1h du matin. Vous êtes plus de 700, donc balancez-nous des pouces bleus, balancez-nous des likes. On a besoin de votre soutien. On a parlé un peu de ce qui avait marché côté Barça, on doit parler de ce qui a moins marché. Il y a un joueur qui revient énormément sur le chat. Roro. Non, pas Rojo. C'est Antoine Griezmann. Offensif. C'est Antoine Griezmann qui sort aujourd'hui à l'heure de jeu. A contrario, Braithwaite, par exemple, il n'est pas sorti du match. On a beaucoup parlé de l'entente, la non-entente entre Griezmann, Messi, les autres offensifs. On a parlé peut-être du néant tactique de Valverde qui avait occasionné le fait que Griezmann n'était pas dedans. Là, on commence à sentir des schémas. Là, on commence à sentir des schémas de jeu, des schémas de passe. Et on a l'impression que Griezmann est toujours en dehors de ce collectif-là. C'est compliqué. Là. Mais en tout cas, ce qui est plaisant, c'est qu'on va pouvoir arrêter avec les théories assez complotistes et parfois farfelues qu'on a écoutées. Et tu fais bien de le rappeler parce qu'on a quand même... beaucoup ont basé l'analyse de la saison de Griezmann sur un problème relationnel entre lui et Léo Messi. C'est assez mince quand on voit, encore une fois, quand on fait le bilan. Il y a des matchs. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a des matchs et qu'aujourd'hui, on en voit un. Moi, je ne veux pas forcément cracher sur Griezmann parce que son activité, elle est un peu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il a essayé de se montrer, il a essayé de faire partie de cette espèce de permutation de solutions, de donner des solutions à ses coéquipiers. Mais encore une fois, j'ai l'impression que quand on fait le comparatif entre sa performance et celle de Braithwaite, on a vraiment l'analyse parfaite. C'est que d'un côté, on a un joueur sur qui le Barça a mis beaucoup d'argent, qui a avant tout un profil bankable, et qui a un profil star qui arrive sans forcément qu'on ait besoin de lui. Et il y a Braithwaite qui n'a pas coûté énormément d'argent, qui arrive un peu avec un profil no-name, voire on se pose des questions de comment il a atterri là. Il a même un profil panic buy. Et finalement qui apparaît comme un profil qui est beaucoup plus recherché par celui du Barça, qui est beaucoup plus en accord avec cet esprit collectif qui est en train de se dégager de la part de Sétienne, et qui, logiquement,
s'y intègre plus facilement et brille plus facilement. Comme quoi, c'est pas forcément une question de niveau, c'est pas une question d'ego de Lionel Messi ou autre, c'est une question de profil. Exactement. C'est une question de profil. Et aujourd'hui, Griezmann, je veux pas cracher dessus parce qu'il se donne énormément, il a la bonne attitude, il a le bon, mais je suis toujours pas convaincu du fait que le Barça, d'une part, ait besoin d'un joueur comme lui dans son effectif et que lui et besoin d'être dans cette équipe-là. Il a besoin d'être dans cette équipe-là, ou en tout cas, doit être dans cette équipe-là pour continuer de briller. C'est très compliqué. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai relayé un tweet qui disait la chose de manière simple par rapport au match de Braithwaite. Et c'était une leçon pour le Barça, à savoir que à un moment donné, les profils passeront toujours devant les noms. À part si le nom est là, c'est vraiment l'exemple type. Pourquoi ? Parce que quand tu vois Braithwaite, il est dans une perspective où il va attaquer l'espace, il va faire en sorte que la défense de Majorque va reculer. Donc qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas créer du temps et de l'espace pour tes coéquipiers. Alors que du côté de Griezmann, on n'est pas dans cette perspective d'aller attaquer l'espace de manière nécessaire et donc de faire reculer la défense de Majorque. Ce qui fait que tu es dans un sentiment permanent d'entre-deux. Et à un moment donné, le coéquipier, il est pas fou. Il va pas donner le ballon à un joueur qui est dans un entre-deux permanent. Il va donner au joueur qui va te donner une décision claire. L'appel détermine la passe. Ça, il n'y a pas de secret dans le football. Et ça va pas déroger avec Antoine Griezmann. Et Antoine Griezmann le sait très bien, puisqu'à Atlético, il ne sait pas ça. À l'Atlético, il était dans un autre contexte. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il sort à 53e. Encore une fois, moi, j'ai contextualisé. Ça reste un match de reprise. C'est au bout de 3 mois, et c'est vrai que c'est un match qui n'est pas... C'est un match de reprise, mais c'est des carences, des lacunes qu'on a déjà vues pendant la saison. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de confiance, peut-être ? Parce que... pour le coup, le joueur, il l'a dit, il était... Oui, mais le problème, c'est ok, alors lui, il peut dire qu'il est pas, sa confiance n'est pas atteinte, etc. Mais aujourd'hui, il y a des déplacements. Je pense, en première mi-temps, je crois qu'il y a une passe de Messi, la passe que Messi fait en petit pont, et Griezmann, c'est dans l'espace pour lui. On sent qu'il n'a pas les mouvements pour avoir la finition. Il y a un souci avec ça, c'est deux choses. D'une part, on a expliqué qu'il y avait une trêve, donc forcément le capital confiance ou le capital manque de confiance peut être remis entre guillemets à zéro. On redémarre une nouvelle page de la saison, même un nouveau chapitre. Mais j'ai envie de te dire, Romain, c'est un cercle vicieux. Aujourd'hui, c'est les performances de Griezmann qui vont générer ou non de la confiance. Et quand forcément ces prestations-là ne répondent pas aux attentes pour les raisons qu'on a citées, le joueur va s'enliser dans un manque de confiance. Et c'est exactement ce qui s'est passé en première partie de saison. C'est une fois, c'est la confiance, mais en même temps, quand les prestations ne sont pas bonnes, tu perds en confiance. Et forcément, tu t'enlises dans des performances qui vont être soit trop scolaires, soit craintives par moment, ou en tout cas qui ne vont pas être au niveau. Je pense vraiment qu'au-delà de la confiance, il faut prendre le problème dans l'ordre. Et au-delà de la confiance, il y a le profil d'Antoine Griezmann. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est adapté à ce que veut créer Sétienne autour du FC Barcelone ? Moi, j'en ai pas la certitude. Il y a Noah Bir qui nous dit qu'il a le même problème que Coutinho quand il est arrivé au Barça. On lui laissait pas organiser le jeu et c'est normal parce que il est il y en a un qui est pas mal pour organiser le jeu au Barça. Il est tout simplement moins bon que Messi, donc c'est logique qu'on donne pas le jeu, peut-être à un autre joueur que Messi. Mais est-ce que tu vois un parallèle peut-être entre ces deux joueurs qui sont arrivés pour des montants astronomiques et qui ne correspondent peut-être tout simplement pas au jeu que doit faire le FC Barcelone. Des joueurs qui doivent apprendre à vivre dans d'autres zones. C'est-à-dire que Antoine Griezmann et Coutinho, il avait une zone préférentielle, c'était dans l'axe, axe côté. Axe gauche, le centre, vous m'avez bien compris. Antoine Griezmann, c'est plutôt gauche, droite. Centre droit. Niveau géographie, je suis pas bien. Et ce que je veux dire par là, c'est que... Tu feras jamais Miss Météo. L'éditorialiste est très bon. L'humain, l'éditorialiste mais pour essayer de mettre les mains... le météorologue... C'est un peu compliqué. Ce que je veux dire par là, à partir du moment où Antoine Griezmann, pour caricaturer, il est davantage sur le côté gauche, il va être fatalement obligé, il va se sentir obligé, de revenir à l'intérieur du jeu. Il va créer un espèce de trafic. Un trafic qui peut prendre un mauvais sens si le jeu de son équipe n'est pas abouti. C'est-à-dire que c'est une mécanique de précision, le football. Je vais même te dire, les moments où il était vraiment plus sur un côté, ça arrivait de voir des scènes surréalistes où il marchait sur les pieds du latéral. Tu vois, ou sur des ballons, en fait, on n'arrivait pas à savoir si le ballon était pour Griezmann ou pour le latéral. Et parfois, ça court-circuitait complètement les circuits de passe naturels que développait le Barça. C'est difficile, dans ces conditions-là, de ne pas voir
pas une erreur de casting, mais un différentiel trop important entre le profil du joueur et... c'est un joueur qui va devoir se faire violence, à savoir que le rôle d'ailier gauche, après, il faut aussi contextualiser, à savoir qu'à partir du moment où son milieu relayeur, on n'est pas... Bon, ça attend à être Frankie de Jong dans l'avenir, mais à partir du moment où tout n'est pas défini, où il y a eu énormément de modifications sur le côté gauche, parce que tu as eu un Jordi Alba qui a connu une saison compliquée, Junior Firpo qui n'a pas su s'installer dans la durée. Donc on a eu l'écosystème d'Antoine Griezmann qui venait d'arriver, et c'était pas fixe non plus. Ouais, c'était pas fixe, donc il n'y a pas eu un phénomène de routine qui aurait pu entraîner une progression du joueur. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Mais Elton, est-ce que c'est pas problématique? Aujourd'hui, on a l'entrée de Luis Suarez qui en plus fait une bonne entrée. Il fait une bonne entrée. Sa relation avec Messi, on la connaît, elle est ultra importante. En plus de sa relation, il y a son profil de jeu qui fait reculer les défenses, qui là aussi est primordial. Braithwaite est en train de satisfaire. Ça voudrait dire que Griezmann passe 3e choix. Ah, mais le problème, c'est que moi, quand je regarde... Le temps, parce qu'il a eu du temps cette saison, Antoine Griezmann. Là, désormais, il y a quand même des joueurs qui vont venir postuler à des places de titulaire. C'est-à-dire qu'il a eu du temps parce qu'il y a eu aussi des méformes, des blessures, etc. Et pendant ce temps-là, lui qui a pu jouer quasiment toute la saison, n'a pas forcément convaincu. Et donc maintenant que tout le monde revient, on se pose la question, quoi. Le problème, c'est que quand je vois Suarez et Braithwaite qui attaquent l'espace et qui intimident l'adversaire, et que l'adversaire paye les efforts, je peux pas m'empêcher de me dire que ouais, mais les gars, ils font le travail. Ils font le travail. Aujourd'hui, quel message tu lances à Braithwaite si tu le mets C'est-à-dire que Braithwaite, on aura beau le caricaturer en disant oui, il vient de Leganés, etc. Dans un monde idéal, il devrait pas être au Barça. Le fait est qu'aujourd'hui, dans une question de profil, il apporte ce que veut le Barça, c'est-à-dire attaquer l'espace de manière à faire reculer la défense, et que ses coéquipiers arrivent en second rideau et puissent aussi être dangereux. Sur Griezmann... Pour terminer sur le match entre Majorque et le Barça, j'aimerais juste qu'on parle un petit peu d'un joueur de Majorque. Formé au Barça. Kubo, formé au Barça. On va rappeler un peu l'histoire. Formé au Barça, il a dû repartir au Japon à cause du FIFA ban. C'était en quelle année? C'était 2014. 2014, voilà. Puis il pouvait revenir en Espagne pour 1 million d'euros. Ce que le Barça n'a pas voulu mettre. Le Real l'a mis. Et là, il est prêté par le Real du côté de Majorque. Aujourd'hui, on s'est dit à certains moments, ah oui, ça va passer, Kubo, il a 19 ans, mais il s'en fout, il va le mettre, son but, il y a un coup franc, on se dit, il va l'envelopper, non, il frappe en force, on a l'impression qu'il avait peur de rien aujourd'hui, limite qu'il a une petite revanche à prendre, Kubo. Je sais pas, mais en tout cas, il n'a pas été formé à la mauvaise école, on l'a vu aujourd'hui. C'est un joueur qui sort de la Masia. C'est un joueur typique Masia, très à l'aise avec le ballon, au-dessus de ses coéquipiers, on le sentait à chaque fois, même sur la gestion des efforts, sur sa capacité à apporter le danger. Il l'a apporté parce que parfois le Barça pressait très haut, mais on laissait un espace important entre les milieux de terrain et la défense. Il arrivait à s'y engouffrer, à faire reculer Piqué et Araujo derrière. Donc forcément, il a été très utile. Après, les zones sur lesquelles il s'est montré dangereux lui permettaient pas forcément d'être si dangereux que ça, parce que sur sa frappe enroulée en première période, il est quand même assez loin de la zone de vérité. Je crois qu'il est à l'entrée de la surface. Il peut surprendre Ter Stegen, mais ça reste encore assez loin pour inquiéter le gardien. Clairement, il est trop gros pour cette équipe. Maintenant, il y a aussi, il va très vite avoir une croisée des chemins pour ce joueur-là, parce qu'il est trop gros pour les équipes de bas de tableau, de milieu de tableau de Liga. En même temps, j'ai pas l'impression que le Real compte dans un avenir très immédiat moi, il sera pas dans sur lui, parce que déjà les places extra-communautaires sont assez importantes, et au Real, elles sont pas très nombreuses. Il y a un moment où tu vas devoir faire un choix entre, donc en extra-communautaire, je parle, Vinicius, Rodrigo, Reiner, Kubo. Et puis après rien dans le profil de jeune offensif extra-communautaire. Et une éventuelle recrue en plus de tous les indispensables qu'on a, Casemiro, etc. Je vous fais pas le topo. Donc c'est compliqué. On sait que le Real aussi a beaucoup de mal à lancer comme ça des jeunes joueurs sur la durée. C'est assez dommage, parce qu'au final, sur les matchs de préparation qu'il avait fait, moi avec le Real, je l'avais trouvé excellent à un moment. Alors ça reste des matchs de prépa, mais à un moment où le Real n'allait pas au mieux au niveau des individualités, je me disais, purée, s'il mise sur le petit japonais qu'on est en train de voir, ça peut vraiment faire la belle histoire. On l'avait déjà vu à la Copa América où il était assez intéressant. Où il était très intéressant.
Et là, je me dis, ouais, il va être à la croisée des chemins. Est-ce qu'il doit continuer entre guillemets, à essayer de convaincre le Real par du prêt, à faire un peu comme Odegaard, c'est-à-dire de voir ce qui peut se faire sur des équipes peut-être un peu plus huppées. C'est peut-être ça aussi qui pourrait lui permettre de définitivement toquer à la porte du Real. Mais encore une fois, quel joueur, quel ballon. Là, on est prêté dans un club moyen moins, qui joue la descente en Liga. Si on le met dans un club moyen un peu plus, type sur le chat, on nous dit la Sociedad. Hein, c'est l'exemple d'Odegaard, il n'est pas anodin. Tu le mets à la Sociedad, l'année prochaine, il peut tout péter. C'est pour ça que le choix, on parle, c'est une hypothèse, mais le choix du prochain club dans lequel Kubo va être prêté va être très important, c'est-à-dire un choix qui soit en adéquation avec les qualités du joueur, avec le facteur temps de jeu qui est très important. C'est-à-dire, s'il se retrouve dans une équipe qui envoie des chiches tous les 50 mètres, ça va être très compliqué. Parce que déjà, le choix de Majorque avait entre guillemets interpellé, parce que c'était arrivé à la fin août. Majorque qui était une équipe qui venait de monter. Il y avait énormément de recrues du côté de Majorque, donc il n'arrivait pas dans une équipe définie. Donc, c'est-à-dire que tu peux arriver dans une équipe qui monte et qui est définie. Là, on a eu quand même une douzaine de recrues du côté de Majorque, donc la mayonnaise devait prendre. Il aurait pu être englué dans une dynamique mauvaise. Bon, la dynamique absolue, ils sont relégués, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a su mettre à profit. Il a su se montrer. Se distinguer. Maintenant, le prochain club, il va être très intéressant. Donc, moi, j'aimerais bien voir Kubo, notamment dans un club qui joue l'Europe, ou qui cherche à jouer l'Europe, avec un temps de jeu qui soit intéressant. Parce qu'en plus, là, c'est pas une équipe qui joue forcément beaucoup au ballon, Majorque, et puis il y a des équipes qui ont peut-être un jeu plus prôné sur la possession. C'est une équipe verticale, Majorque. Mais on a quand même vu l'influence positive qu'il pouvait avoir sur le jeu de son équipe, même sur le peu de phases de jeu où Majorque, pas seulement lui, jouait au ballon, c'était quand même assez à l'aise techniquement. Il leur permet de je pense qu'il a une influence très positive sur le jeu offensif de son équipe. Sur le chat, les sociaux, je vais vous demander juste un peu de vous calmer, parce que en fait, c'est toujours un peu la même chose. Il y a des gens qui arrivent qui disent Barça, meilleur club au monde, Messi, meilleur joueur du monde. Tout le monde pense comme il veut, les gars. Juste, si on vous dit non, tais-toi, t'es un footix. Non, on est là pour débattre au foot, on est là pour parler tranquillement. Donc, commencez pas à essayer vous pensez ce que vous voulez, mais juste si des gens ne sont pas d'accord avec vous, on accepte et on débat. Il est trop tard pour se battre. C'est le principe. Il est 2h du matin, les gars, vous allez pas vous battre à 2h du matin. Il est 1h du mat, on est tranquille, on est tranquille. Le Barça a gagné 4-0, donc vous êtes très contents. Donc, n'essayez pas d'envenimer à chaque fois les choses avec des gens qui ne pensent peut-être pas comme vous, parce que, et oui, aussi fou que ça puisse paraître, on peut voir le foot de manière différente et être deux à avoir raison. Avant de passer à la Bundesliga, on va juste voir les résultats de la journée en Liga et le classement. Les résultats du jour, on a la victoire de l'Espagnol Barcelone face à Alaves, la victoire de Villarreal à la dernière minute face au Celta Vigo. Celle de Valladolid contre les Ganes était donnée par votre serviteur dans les paris du CD5. Et la victoire de Barcelone face à Majorque. Demain, Bilbao Atlético, Real Madrid Eibar et Sociedad Osasuna, sachant que lundi, la 29e journée commencera directement. Il y a des matchs tous les jours. D'ailleurs, pour Majorque... ça sent pas bon pour Majorque. Non, mais j'ai envie de dire, le match important, c'était pas nécessairement contre le Barça soir. Bon, ils étaient à domicile, mais ça va être la semaine prochaine. C'est-à-dire, Valladolid-Majorque, ça va être un match à la vie, à la mort pour le maintien. On sait qu'ils vont arriver dans un contexte compliqué parce qu'il y a la Ligue dirigée par Tebas qui a eu la très bonne idée de ne pas leur imposer 72 heures de délai légal pour la récupération. Oh, tu sais, la légalité dans le foot. Hein. Ouais, voilà. Donc, c'est un concept assez vaste. Hein. Donc, ils arrivent dans un contexte très difficile. Tu as pris une valise. T'as un club insulaire, donc t'es en dehors de l'Espagne, tu vas te taper un déplacement à Valladolid, c'est pas la porte d'à côté, tu joues un match très important pour le maintien, donc bon courage à Majorque. Ouais, bon courage pour les joueurs de Majorque. On va voir le classement de cette Liga avec le Barça qui prend 5 points d'avance sur le Real avant le match du Real demain au Bernabéu face à Eibar, victoire impérative pour les hommes de Zidane. Séville est 3e avec 4 points d'avance sur la Sociedad, mais la Sociedad joue aussi
demain dans le derby face à Osasuna. Ensuite, il y a Getafe qui a perdu ce week-end. L'Atlético qui joue demain aussi à Bilbao, donc, qui peut revenir à hauteur de la Sociedad. Et puis les trois derniers, on a Majorque, Leganés et l'Espagnol Barcelone. L'Espagnol Barcelone qui a une victoire hyper importante aujourd'hui face à Alaves. Voilà pour l'Espagne. Rendez-vous demain pour la suite de cette 28e journée. On va terminer avec la Bundesliga. La Bundesliga, on va être un peu plus court parce qu'on a beaucoup parlé de Bundesliga, on a beaucoup parlé de ces deux clubs, mais c'était quand même un choc aujourd'hui entre le Bayern et Gladbach. La victoire 2-1 des joueurs d'Hansi Flick avec un but de Leon Goretzka, ça c'est le deuxième but. Le premier but du Bayern, il est marqué par Zirkzee. Pavard contre son camp à la 37e. Et le Bayern s'impose 2-1. Un peu... on ne sait pas trop comment, en fait. Bilal, c'est un peu ça. Un match où le Bayern a fait tourner parce qu'il y a eu des absents pour suspension. Donc Hansi Flick en a profité pour faire tourner. Et finalement, le Bayern a fait le boulot et l'a emporté. C'est ce qu'on retiendra de ce match-là. Hein. Ouais, c'est ce qu'on retiendra du match, si ce n'est aussi la plupart des changements. La titularisation de Zirkzee, Zirkzee, j'ai du mal j'ai toujours du mal à prononcer son nom. Il y a évidemment la prestation de Cuisance aussi qui est à noter. Globalement, le Bayern Munich, on le sait, a déjà mis beaucoup de distance en Bundesliga sur ses concurrents. Ils ont abordé le match, je trouve, même avec une équipe remplaçante, de la même manière que ce qu'on a vu sur les dernières semaines, c'est-à-dire avec un bloc très haut et une équipe qui penche bizarrement plus vers la gauche que vers la droite quand elle attaque, avec des retournements qui arrivent in fine vers la droite, et ça a été le cas sur le deuxième but, celui de Goretzka. Ils ont attaqué très haut, ils auraient pu se faire surprendre, notamment sur une contre-attaque de Hermann et une passe d'Embolo qui a été très bien sentie, mais qui malheureusement pour Gladbach a été signalée hors jeu. Donc ils auraient pu, on le voit sur les positions moyennes, ils ont un bloc qui est assez compact mais assez haut, et ils pouvaient se faire prendre dans le dos. Il y a eu ce but-là qui est de Zirkzee, qui est conséquent à un pressing qui est assez intelligent de la part du Bayern. Donc encore une fois, les fondamentaux... Petite erreur de Yann Sommer. Hein, voilà, petite erreur de Sommer, mais aussi pressing je trouvais assez intelligent, qui est juste en adéquation avec ce que propose le Bayern de Flick depuis la reprise, voire depuis son arrivée au coach allemand, son intronisation. Globalement, côté Mönchengladbach, on a loué ces dernières semaines beaucoup de qualités, notamment individuelles, de la part de certains joueurs, mais on s'est peut-être pas assez, à un moment donné, arrêté sur les approximations parfois techniques. On a parlé beaucoup de jeunesse de cette équipe-là, et c'est vrai que ça ressort et à un moment donné, les choses sur lesquelles on pouvait fermer les yeux contre des équipes de moindre calibre, aujourd'hui, elles ont été beaucoup plus criantes, et je pense notamment aux déchets techniques dans la transmission du ballon. Là, ça a été Sommer qui a commis une grosse erreur, mais globalement, cette équipe de Gladbach, elle a du mal à relancer et à faire tourner le ballon de manière assez propre. Il y a beaucoup de pertes de balles, on le voyait déjà sur les matchs précédents, où des transmissions, des transversales sont envoyées directement aux touches, où il y a parfois un manque de concentration qui, tu fais bien de le rappeler, qui est peut-être aussi la conséquence de ce manque de maturité et d'expérience de cette équipe. Ils ont été punis. Pavard est un peu malheureux sur le but de l'égalisation de Gladbach, parce qu'il peut... S'il le touche pas, il y a but derrière aussi, puisqu'il y a un mec, il veut sauver, il y a un joueur derrière. Voilà, elle est assez compliquée à blâmer. Sur l'intention de Pavard est assez bonne, parce qu'il veut tacler pour redégager le ballon, mais sauf qu'il prend d'ailleurs à contre-pied et c'est un peu problématique. Et puis après, on a vu du Bayern avec beaucoup de ratés, Perisic notamment, qui a encore une fois fait un match mi-figue mi-raisin. Il a raté un face-à-face assez incroyable contre Sommer, et puis un deuxième but, made in Bayern, attaque sur la gauche, dédoublement, et puis Goretzka qui arrive lancé, c'est du déjà vu, et c'est le Bayern sérieux et appliqué qu'on connaît. Je reviens juste sur Yann Sommer, sa quatrième erreur menant à un but. C'est celui qui a fait le plus d'erreurs menant à un but cette année. D'ailleurs, à l'aller, je crois que son erreur, elle se joue à un micro-droit. Ouais, je crois que ça joue à pas grand-chose à l'aller. C'est sévère, parce que c'est peut-être un des meilleurs gardiens sur sa ligne de Bundesliga. Yann Sommer, il est toujours très bon, il fait toujours des arrêts déterminants, mais il a ces petits manques de concentration parfois qui font que tu prends des buts un peu bêtes à cause de ça. Il y a plusieurs choses. Oui. Aujourd'hui, il fait une erreur qui coûte cher.
puisque son équipe perd, mais pour autant, j'ai pas davantage de criminaliser. Pourquoi? Parce que c'est René Maric qui disait notamment dans une interview à France Football, je crois, il y a 2 semaines. Des fois, tu fais du name dropping comme ça. Rappelle-nous qui est René Maric. Ah oui, René Maric, qui est l'entraîneur adjoint de Gladbach, donc l'adjoint de Marco Rose. Donc il expliquait que notamment Yann Sommer était très important, notamment sur les sorties de balles. Et donc ça fait partie du risque. Donc à partir du moment où Gladbach veut avoir des supériorités numériques à travers son gardien, donc il est nécessaire d'avoir un gardien qui est capable d'avoir cette qualité balle au pied. Bon, aujourd'hui, il est très mal profilé. Ouais, profilé. Il est très mal profilé puisque à aucun moment il regarde sur sa gauche, donc il fait une passe stoppée qui revient sur Zirkzee. Donc c'est une erreur qui prête à conséquence, mais pour autant, vu son championnat, c'est quand même un gardien qui a quand même rapporté plus de points qu'il n'en a coûté à Gladbach. Donc c'est une erreur, oui, elle est manifeste, mais pour autant, il faut recontextualiser, à savoir que Sommer a été très important pour Gladbach. On va voir la composition de Gladbach aujourd'hui. On a mis la composition avec Marcus Thuram. Marcus Thuram qui est sorti très très vite. Il est sorti à la 10e minute, je crois, remplacé par Brelem Mbolo, qui est sorti aussi par la suite à la 80e. Parce qu'il revenait de blessure. Avec un Pléa qui était suspendu aussi. C'est vrai qu'il y avait moins de repères et ça s'est vu notamment dans certains coups que faisait Patrick Herrmann sur le côté droit où c'était peut-être pas super bien joué. Même Jonas Hoffmann qui n'avait pas le réalisme suffisant. Ça se voyait que ça manquait un petit peu de repères devant à Gladbach. C'est vrai que Bilal, en cas des deux. Non, mais moi, c'est vrai que... Franchement, sur les 60 premières minutes, ils ont quand même joué avec autorité, Gladbach. Moi, je veux dire, quand tu es confronté au fait que Pléa n'est pas là, Thuram se blesse rapidement, si on va parler du Bayern expérimental qui a eu du mal sur la première mi-temps et sur les 15 premières minutes jusqu'aux rentrées de Davis et de Coman, c'est bien parce que l'adversaire a montré quelque chose. Et moi, j'ai quand même envie de louer ça. C'est-à-dire que on aurait pu s'attendre à un Gladbach qui arrive en victime expiatoire. Il n'en a rien été. Pendant 60 minutes, ils ont été des concurrents. T'affrontes quand même une équipe du Bayern qui est remaniée et on parle de Gladbach qui vise une place dans le top 4. Oui, mais à un moment donné, c'est toujours la difficulté qu'on a à juger cette équipe de Gladbach parce qu'on ne sait plus si on doit la juger à l'aube de son effectif et de ses propres limites ou si on doit la juger comme un concurrent potentiel. D'abord au titre, à la reprise de cette Bundesliga, parce qu'on rappelle que l'écart de points n'était pas conséquent du tout. Et là, actuellement, à une équipe qui, quand elle faisait match nul, évidemment, avait réintégré le Big Four allemand. C'est compliqué quand tu as déjà une équipe type avec Marcus Thuram, avec tous les joueurs qu'on connaît, qui a déjà des lacunes au niveau de l'expérience, au niveau de certains aspects du jeu. C'est des aspects qu'on a pointés du doigt lors des journées précédentes. Et aujourd'hui, on se rend compte que quand ces joueurs ne sont pas là, tu as en plus de ça pas forcément la profondeur d'effectif qui te permet de proposer autre chose. Il y a un problème qualitatif, évidemment, parce que c'est Gladbach, c'est pas non plus un effectif. Parce qu'aujourd'hui, ils n'affrontent pas non plus le grand Bayern. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'adversaires qui auraient pu se dire c'est le Bayern en face, indépendamment du fait qu'il manque les ventes. Même si c'est le Bayern sans leur faire offense, de Zirkzee devant, de Perisic sur le côté gauche, et non pas de Coman et Gnabry. J'ai plus à penser que quand tu affrontes ce Bayern-là et que tu joues une place dans le Big Four, tu te dis plutôt c'est une aubaine. J'ai pas mes concurrents, notamment Dortmund ou d'autres, vont peut-être pas forcément affronter le même adversaire. Moi, j'ai l'aubaine là. Justement, ils ont joué crânement leur chance parce que New York a quand même fait des parades déterminantes. Il y a Hoffmann qui en a loupé des belles, Mbolo qui en a loupé des belles. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, pendant 60 minutes, j'ai bien aimé la version de Gladbach, notamment Neuhaus, pour moi, qui a été l'homme du match parce que, notamment au milieu de terrain, il t'a apporté énormément dans sa manière de jouer simple, dans sa manière de faire avancer son équipe. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite... Je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire que c'est pas forcément un exploit d'avoir joué un football offensif face à ce Bayern-là, mais ils ont eu au moins le mérite de l'avoir. Oui, voilà, ils ont été dans une forme de continuité. Ensuite, tu as eu les ajustements tactiques de Flick. Bon, les ajustements tactiques, quand tu fais rentrer Coman, Davis, oui, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. On se comprend bien. Et c'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais ce que je veux dire par là, c'est que pendant 60 minutes, Gladbach a posé des problèmes au Bayern. Ensuite, tu as payé, tu as un contre-coup de ça. À savoir que
quand tu n'es pas capable de capitaliser, quand tu n'es pas capable de porter un avantage conséquent, il arrive ce qui arrive à l'Allianz Arena, très souvent tu payes la note à la fin, parce que ça reste le Bayern, avec notamment Davis, Coman, qui ont, sans faire des choses extraordinaires, qui ont su mettre leur équipe sur le bon chemin. J'aimerais qu'on parle, donc on va parler du Bayern, on va parler de 2 joueurs du Bayern, on terminera par le petit français, on parlera de Cuisance un peu après, mais on va juste revenir un petit peu sur Leon Goretzka, parce que on a appris que Thiago allait être absent jusqu'à la fin de la saison en Bundesliga, peut-être absent aussi pour la finale de la Coupe d'Allemagne. Il sera normalement de retour pour la phase finale de Ligue des Champions en août. Les adducteurs qui sifflent. Voilà, et donc Leon Goretzka, dans ce poste de milieu de terrain, dans le double pivot avec Kimmich, devrait être installé jusqu'à la fin de la saison. Il y a une stat qui est assez intéressante sur Goretzka, regardez là. Il a marqué autant de buts depuis le restart, depuis la reprise de la Bundesliga, qu'il n'en avait marqué avant, sur toute la saison avant. C'est vrai qu'il est en forme. Au début, on se disait, oui, de toute manière, Goretzka, même s'il est bon, avec la saison qu'a fait Thiago, ça va être le remplaçant de Thiago. Finalement, même si Thiago revenait, il commençait véritablement à trouver sa place, Goretzka. Oui, il y arrive. Il le doit aussi à l'évolution de son jeu. C'est un joueur qui a des qualités qui sont très intéressantes sur le plan de la verticalité. On le sait, il arrive lancé. C'est ce qui lui permet d'ailleurs de marquer bien souvent des buts, parce que il avale les kilomètres et il est capable d'arriver à la conclusion de centres intéressants. Thiago, clairement, est sur un profil complètement différent et placé en relayeur plutôt à gauche. Il avait l'avantage, Thiago, de venir supporter l'axe Davis à la bas et de permettre à Davis, par sa vitesse, de lui lancer de très bons ballons et en tout cas de favoriser des courses. Goretzka, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut arriver lancé, et on a vu, notamment le match contre l'Union Berlin, on a vu qu'il était capable aussi sur la partie gauche du terrain, sur ce poste de relayeur, de faire un boulot de pivot, d'être capable aussi d'aller chercher Davis par la combinaison, et c'est sur ça qu'il va être déterminant, parce qu'aujourd'hui, sur le double pivot, il va falloir c'est un joueur lancé qui va devoir lancer des joueurs qui arrivent lancés. À un moment donné, c'est un double défi. Davis, il arrive à 200, c'est un latéral, ça crée du déséquilibre. Derrière, attention, parce que ça demande un travail de couverture qui est impressionnant à effectuer, et c'est en ça que Goretzka va devoir, entre guillemets, varier son jeu. Moi, je trouve qu'il le fait plutôt bien depuis le restart. J'avais ces questionnements-là à me demander à quel point il pouvait être compatible sur un axe avec Alaba en centrale et Davis en latéral très avancé. Et pour l'instant, il le fait plutôt bien. Donc, il a acquis de la maturité au niveau tactique. Je pense que le travail de flic porte ses fruits. Et en tout cas, ça va être intéressant de se porter sur son association avec Davis. Il y a Théo Cottrell qui nous dit Goretzka, il a observé les biceps d'Elton pour se faire une condition pendant le confinement. C'est vrai ou pas? Tu l'as donné depuis... Ouais. Non, mais c'est vrai que on avait déjà un peu parlé. Physiquement, il a aussi changé. Il est un peu plus étoffé. Ça fait que sa partition au milieu de terrain est de plus en plus complète, quoi. Après, par rapport à la muscu, pour moi, je le dis toujours, c'est l'effet placebo pour un footballeur, parce qu'on ne l'attend pas sur ça. On l'attend surtout sur ses qualités ballon. Non, mais ça aide quand tu prends un contact et que tu es tout frêle ou que tu as fait un peu de muscu, c'est quand même plus sympa d'avoir de quoi encaisser. Quoi. Mais à contrario, tu peux être aussi rigide. Quand le ballon arrive, tu peux avoir du mal à te déplacer. J'ai fait un foot avec Elton et je le trouve assez rigide. Non, mais effectivement. Lui, il va te sortir que sur le bitume de la mairie de Paris, il a réussi à mettre 2 buts. Et donc, il n'y a pas de secret. Oui, voilà. On la connaît l'histoire. C'était il y a 4 ans, on a compris, c'est bon. Ah non, le parvis de la mairie de Paris en béton. Oui, forcément, les biceps, quand tu tombes sur le parvis de la mairie de Paris. Non, mais attendez. T'as besoin de qualité que dont t'as pas forcément besoin quand tu joues à l'Allianz Arena. À un moment donné, on va rester sérieux. Il y en a qui mettent un doublé face à l'honorable Anne Hidalgo et il y en a qui mettent un but au Fave d'Aubervilliers. Moi, j'ai fait mon choix. Et pour revenir reviens sur Goretzka. Revenir à Goretzka, c'est vrai que autant sur la première mi-temps, j'ai pas été spécialement fan parce que à partir du moment où le pressing du Bayern était à découvert, où le Gladbach trouvait des supériorités numériques rapides et que donc le bloc bavarois était assez décousu, c'était compliqué pour Goretzka. Et comme l'a dit Bilal, il n'est pas nécessairement dans un positionnement qu'il affectionne. Et par contre, quand le bloc bavarois a davantage été solide, a davantage pressé Gladbach, on l'a vu dans un rôle plus box-to-box à l'image de son but. C'est-à-dire que c'est consécutif à quoi? Il laisse passer le ballon et tout de suite il va se projeter pour attaquer l'espace libre et recevoir le centre de Pavard. On aime un Goretzka comme ça. Ça va être le prochain objectif du Bayern, lui trouver le contexte adéquat
dans un double pivot dans un premier temps, ou peut-être dans un rôle plus haut, mais dans un rôle plus haut, tu as peut-être un joueur qui est extraordinaire en ce moment. Ouais. C'est Thomas Müller, et qui est l'âme du club, entre guillemets. Et aujourd'hui, pour faciliter un peu le travail de box-to-box de Goretzka, il fallait un joueur un peu plus haut qui n'était pas Thomas Müller et qui fasse un peu le jeu. Et ça a été le cas de Michael Cuisance, qui a été titulaire. C'était la première fois qu'il était titulaire avec le Bayern Munich depuis son arrivée. Bon, pas une activité extraordinaire, seulement 33 ballons touchés, mais il y a eu quand même de belles promesses. Il y a eu quand même de belles promesses de la part du Français. On ne l'attendait pas peut-être à ce niveau-là, et puis s'y incorporer dans le collectif, alors qu'il n'a pas tant de matchs que ça cette saison, quoi. Oui, très intéressante sa prestation au niveau collectif et au niveau de l'association avec ses coéquipiers. J'en parlais pour Goretzka, parce que ça a une importance fondamentale. Cuisance, il a su apporter du tempo, il a su ralentir les offensives quand on avait besoin, apporter un peu de vision aussi à cette équipe du Bayern quand elle avait le ballon. C'est aussi un peu c'est un peu les défauts et les faiblesses de Goretzka qui arrive lancé. On a besoin de l'associer à un joueur qui soit capable, lui, d'orienter le jeu sur la gauche, sur la droite. On sait que le Bayern a une propension à attaquer sur le côté gauche. Il faut aussi ce genre de joueur pour faciliter les changements de rythme et les changements de côté. Il a été capable de le faire. Maintenant, surpris par son niveau, c'est un joueur qui connaît bien la Bundesliga. D'ailleurs, il jouait aujourd'hui contre une équipe qu'il connaît bien. Donc voilà, je ne suis pas tellement surpris. Moi, je pense qu'il est vraiment soluble dans des configurations Bundesliga, ce que peut-être a eu plus de mal à faire Corentin Tolisso, par exemple, qui était lui beaucoup plus bankable. Moi, j'ai beaucoup d'espoir en l'avenir pour Cuisance. Je ne pense pas qu'il sera titulaire tout de suite au Bayern Munich, mais il a vraiment le profil pour jouer dans une bonne équipe de Bundesliga. Pardon ? Non, j'ai pas entendu ce que tu disais. Non, mais juste pour dépanner, mais je pense forcément qu'il aura sa carte à jouer, peut-être dans le turnover, dans la rotation dans un premier temps, mais son sens du tempo peut l'aider facilement. Sur le chat, il y a Mia Sandbavarian qui nous dit il a été intéressant, Cuisant, on sent le talent. Avec un peu plus de justesse, il aurait pu marquer, mais c'est vrai que c'est encourageant. C'est peut-être le mot qui correspond le mieux, aujourd'hui à la prestation de Michael Cuisance. C'est vrai que c'est encourageant. Encourageant, même si moi je serais beaucoup plus nuancé, parce que à partir du moment où le Bayern a souffert, notamment sur la première mi-temps, il n'a pas dérogé à la règle. Et il était dans une configuration qui était la plus difficile pour lui, parce qu'à partir du moment où l'attaque a été changée à 95%, c'est-à-dire que tu as Gnabry qui est entre guillemets le seul titulaire, et encore Gnabry, il n'avait pas énormément de temps de jeu depuis le post-coronavirus. Donc ça implique quoi pour le Bayern ? Ça implique d'attaquer d'une manière différente. Et Cuisance se joue à un poste, le poste de Thomas Müller. Thomas Müller, on parlait de causes et de conséquences tout à l'heure à propos d'Eriksen. Thomas Müller, lui, c'est la cause et la conséquence, parce que Thomas Müller est capable de se déplacer dans tous les coins du terrain possible, est capable d'être décisif, tant par la passe, tant par le but, alors que Michael Cuisance, c'est davantage un joueur qui est davantage attiré par le ballon, qui va construire le jeu, qui va avoir peut-être cette dernière passe à l'image de ce qu'il a fait pour Gnabry. Donc c'était une manière d'attaquer différente. On avait un joueur qui a essayé de s'en sortir. Ça demande confirmation, parce que, encore une fois... C'est pas son poste de prédilection. Il n'est pas normalement numéro 10 dans un 4-2-3-1 dépositaire du jeu. Hein. Ouais, parce que voilà, il est capable de jouer même un peu plus bas. Beaucoup plus bas. À Gladbach, il y a certaines configurations où on le voyait quasiment devant la défense. Il est aussi capable de jouer en double pivot. Donc forcément, ce poste de 10, il est un peu bâtard, pardonnez-moi l'expression, mais dans cette équipe du Bayern, il est 2h du matin. Oui, mais c'est vrai qu'il est 1h20. Dans cette équipe du Bayern, parce que un joueur comme Thomas Müller, il a un profil qui est assez atypique, donc c'est pas forcément un numéro 10, c'est juste qu'il est placé là sur le tableau noir, mais il est capable d'être imprévisible, et que ce soit un Goretzka... Quand tu le remplaces numériquement, faut adapter un peu le rôle. Et le problème, c'est que ce soit Goretzka, que ce soit Cuisance, ou même Thiago Alcantara, quand il est amené à jouer plus haut, aucun d'entre eux n'est un numéro 10 pur, c'est plus un relayeur qu'on met haut pour être capable d'apporter autre chose sur le terrain, et forcément c'est pas la place la plus adéquate entre guillemets pour lui et pour exprimer ses qualités. Ouais, surtout on était sur une configuration qui n'a rien à voir avec le Bayern A entre guillemets, c'est-à-dire que le Bayern A, c'est un jeu de position où chaque joueur est capable d'occuper une position à l'instant T, c'est-à-dire que il y a peut-être Coman qui a démarré ailier droit, mais c'est pas quelque chose d'immuable, c'est pas quelque chose d'inscrit dans le marbre. Pareil pour Thomas Müller.
Pareil pour Robert Lewandowski, parce qu'on a parlé brièvement de Zirkzee, mais notamment sur la première relance, quand Alaba vient chercher Lewandowski est capable de garder le ballon, de faire remonter le bloc, et donc ça change de la configuration, alors que Zirkzee, lui, il n'est pas capable de tenir le ballon et de tout de suite l'emmener. Il est davantage sur un autre positionnement, peut-être davantage près de la surface, et donc dans ce contexte-là, Cuisance, il a entre guillemets dû composer avec et il a essayé de s'en sortir. Et avec Michael Cuisance, le Bayern s'est imposé 2-1 et le Bayern a fait quasiment un pas la semaine prochaine, c'est la Marienplatz. Normalement c'est fait pour la semaine prochaine. On va voir le calendrier du Bayern, les 3 matchs qu'il reste en Bundesliga. Il y a un déplacement au Werder de Brême la semaine prochaine. Ensuite, le 16, c'est quand le 16? Non, c'est mercredi, je crois. Hein. C'est mercredi. C'est mardi le 16. Mardi, voilà. Mardi, un déplacement du côté du Werder. La semaine prochaine, Fribourg. Ensuite, déplacement à Wolfsburg avant la finale de la Coupe d'Allemagne face au Bayer Leverkusen. Il faut savoir que, on va le voir au classement, le Bayern a 7 points d'avance sur le Borussia Dortmund. Il reste 3 journées, donc 9 points. En gros, ça peut se faire dès la mardi. Mardi, s'il y a victoire mardi et que le Borussia Dortmund ne gagne pas. Non, même s'il gagne. S'il gagne, ça fera 7 points. Ah oui, c'est bon, t'as raison. Donc, si la victoire, donc on va passer un message à Hansi Flick qui prépare une tenue de rechange parce que les fûts de bière mardi, ça va y aller. ça va être plutôt pas mal. S'ils auront le droit d'ailleurs. Comment la droit. Je sais pas, je savais pas, Elton. Non, c'est pas par rapport à toi. Est-ce que la bière est vecteur de transmission du coronavirus? Il n'y aura pas le coronavirus avec des fûts de bière. Je sais pas si à 1 mètre, t'es capable d'utiliser aussi bien qu'à 50 cm. Je sais pas, les gars, je pose des questions. Médecin. On va voir juste les résultats de la journée en Bundesliga. Aujourd'hui, on a eu la victoire sur le fil du Borussia Dortmund à Düsseldorf, un but de la tête d'Erling Haaland. Favre a perdu une jambe, visiblement. Ouais, il s'est claqué sur la célébration. La victoire de l'Union Berlin du côté de Cologne, match nul spectaculaire entre Wolfsburg et Fribourg. La victoire de Francfort sur la pelouse du Hertha Berlin, alors que le Hertha Berlin menait 1-0 et prend un rouge juste avant la mi-temps. Le Werder s'est amusé contre Paderborn, 5-1 avant la victoire donc, du Bayern, on en a parlé, contre Gladbach. Demain, Mayence, Augsbourg, Schalke, Leverkusen. On va revoir le classement pour parler des autres enjeux dans cette Bundesliga, avec Leipzig qui est maintenant 3e avec 6 points d'avance sur Gladbach et sur Leverkusen. Ça sent quand même très bon la Ligue des Champions pour les joueurs de Nagelsmann. Leverkusen est 5e avant le match de demain du côté de Schalke. Il y a un vrai écart qui se fait avec Wolfsburg. Et puis les 3 derniers, parce que c'est là aussi où c'est important, le Werder qui continue sa remontée. Et ils vont le faire. Sa remontée folle. Le prochain match, c'est contre le Bayern, donc c'est un peu plus chiant. Mais ils sont à égalité de points avec Düsseldorf, le barragiste, et ils sont à 3 points de Mayence qui joue demain contre Augsbourg. C'est un match hyper important, le match entre Mayence et Augsbourg demain dans la lutte pour le maintien. Voilà pour cette émission du soir. Il est tard, mais on a été hyper sérieux. Merci Elton, merci Bilal. Merci à vous les socios d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous balancer des pouces bleus, vous êtes encore plus de 600 à 1h30, mais rentrez dormir les gars. vous pouvez venir vous coucher, mais avant ça, on met le petit pouce bleu, on active la cloche, pour avoir les notifications. Sur le chat tout à l'heure, il y a un socio qui me dit mais pourquoi je suis plus abonné? Je sais pas pourquoi tu n'es plus abonné. N'hésite pas à te réabonner à la chaîne et en reparler à tous tes potes pour qu'on puisse parler foot ensemble pendant tout l'été, parce qu'on va être là tout l'été avec la Serie A qui va reprendre la semaine prochaine, avec la Première Ligue qui va reprendre la semaine prochaine, avec la Liga qui a déjà repris, avec la Ligue des Champions certainement en août. On sera là. On a fait une croix sur nos vacances pour pouvoir vous offrir des débriefs tous les soirs. J'aimerais remercier Arthur Veil à la rédaction en chef de cette émission. À l'édition aujourd'hui, on avait Victor Théron en rédaction, on avait Sébastien Ferreira, Najib Terzi, Marwan Saïr et je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, c'était déjà pas mal. Merci à Vincent Fournier qui était à la technique et à la réal, parce que nous sur la technique et la réal, on ne peut rien. Prochain rendez-vous pour le Club des 5, demain midi, je dis demain mais c'est dans 11h, hein, donc dans 10h on sera là avec Elton pour faire les petits paris du CD5, on sera là et puis sinon l'émission demain elle sera vers 23h parce que le match du Real est à 19h30, donc on prendra l'antenne à 23h, ça sera au tour de Samuel Vasselin. Messieurs, bonne nuit, merci à vous
Merci à toi. Oui, Bonne j'attendais nuit. pour vous remercier, merci. Ah non, merci. Mais, On va te glorifier. Merci à vous les socios et on se donne rendez-vous demain dans le Club des 5. Ciao tout le monde. explique pas qu'on est ensemble en studio là.